Très bien, bienvenue pour ce dernier exposé. Il est vrai que pour un... Oula! Ah, je pensais être sauvé par le gong. C'est un meilleur effet. Je vais y couper. Je vais essayer d'introduire l'exposé de notre dernier orateur. Alors évidemment, c'est difficile d'introduire l'exposé de quelqu'un que chacun connaît. Et donc on ne présente plus Emmanuel Todd. Je vais néanmoins le faire quand même. Dire qu'il occupe une place éminente dans le paysage intellectuel français et international. Alors je vais dire ce qu'il y a dans sa notice. Il est donc ingénieur de recherche à l'INED. Mais surtout, ça veut dire qu'on m'a pas pris comme chercheur à l'INED. ITA. Mais surtout, il est à la fois historien et anthropologue, mais aussi démographe et sociologue. Essayiste prolifique, Emmanuel Todd est connu du grand public, en particulier pour ses ouvrages, La chute finale, dont on parlait tout à l'heure, L'invention de la France, et puis tout récemment, un ouvrage qu'il a publié avec Hervé Lebras, Le mystère français. Alors en fait, la statistique occupe une place très particulière dans le travail et la vision d'Emmanuel Todd. Alors en fait, sans souscrire tout à fait à ce que disait Pierre Chonu, qui disait que sa démarche intellectuelle s'apparente à celle des sciences dures, je ne suis pas certain de partager ça ni de comprendre exactement ce que ça signifie. Il a failli me foutre dehors à l'heure du déjeuner parce que je disais des bêtises. En revanche, ce qui me semble très clair, c'est que la statistique m'a toujours paru imprégner profondément le raisonnement et la production intellectuelle d'Emmanuel Todd. Et je vous laisse donc, cher Emmanuel Todd, sans plus tarder la parole pour ce que vous avez appelé, et vous avez accepté de vous livrer à ce jeu un petit peu délicat de l'autobiographie statistique. Oui. Bon, je sens que ça va être très drôle. Particulièrement après l'exposé extraordinaire de Jean-Luc Starck, auquel j'ai très peu compris, du l'ordre de 1% pour parler chiffres, mais j'ai senti en lui le truc que j'ai compris, c'est le sentiment du chercheur qui a la pêche et qui se heurte à certaines oppositions. Ça j'ai pu reconnaître. Alors, quand j'ai été invité à parler ici, en fait, dans un premier temps, j'étais hyper fier, hyper content, et puis je me disais, puis peut-être à l'époque, je pensais encore y connaître quelque chose en statistique. Ensuite, j'ai commencé à réfléchir et à faire une sorte d'examen de conscience, et j'arrive pour dire, j'ai compris que je n'étais vraiment pas statisticien, en fait, et que là, c'est vrai que je fais... Si on regarde mes livres, on peut voir des choses qui évoquent certaines aspirations de la statistique. Il y a des chiffres. Il y a même des prédictions qui, Dieu merci, sont parfois vérifiées par l'histoire, comme les fondements du système soviétique, l'affaiblissement des États-Unis, les révolutions arabes, probablement bientôt l'échec final de l'euro. Et c'est vrai, mais ce que je vais faire, c'est... Donc d'abord, je vais vous démontrer en disant, je vais faire l'étudiant qui dit ce qu'il a fait et ce qu'il connaît comme indicateur en statistique pour que les gens qui sont ici sachent qui parle. Et puis ensuite, je reprendrai quelques-uns de mes livres, en fait, et pour dire quelle place la statistique occupe dedans, et je ne peux pas faire mieux, en fait, car ce que j'ai constaté, c'est que je n'avais réellement aucune pensée méthodologique sur mon activité intellectuelle. Ça n'arrive pas qu'en statistique, mais je n'ai pas de méthode. Je me dis toujours, depuis la fin de ma thèse, d'ailleurs, je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien écrire sur la méthode historique, truc d'épistémologie, et c'est, d'après mon âge, d'après mon programme de recherche, d'après l'énergie avec laquelle j'ai repoussé ce moment de la réflexion méthodologique, il est très très clair que je ne le ferai jamais. Je veux dire, toutes les probabilités démographiques sont contre, en fait. Alors, la statistique, moi, mon instrument statistique fondamental, c'est le tableau croisé et le pourcentage. Mais ça crée une immense rupture, le pourcentage,
créer, ici c'est ridicule, c'est ridicule, mais par rapport au champ de compétition infernale des intellectuels généralistes, qui se prononcent sur l'avenir du monde et parlent de l'homme avec un grand H, je ne sais pas s'ils parlent de l'homme moyen, de l'homme médian, de tous les hommes, etc. Le fait de toujours spécifier une proposition et de toujours avoir en tête l'idée qu'on parle d'une certaine proportion n'est pas du tout une chose neutre. Je veux dire, en fait, ça me sépare en pratique, en France, de toute la profession. Ma profession. Donc c'est peut-être c'est peut-être pour ça que vous m'avez fait venir. Voilà. Mais au-delà de ça, ma formation statistique est, je dirais, minimale. Je me souviens, en première année de fac, j'étais surchargé. Je faisais Sciences Po, une licence d'histoire en même temps, si on pouvait faire. Et donc, dans les deux disciplines, je m'étais inscrit à des cours de statistique, mais à l'époque, c'est même pas parce que ça m'intéressait, c'est parce que comme j'étais bon en maths, j'avais un bac C, je me disais, ça va me faire gagner du temps, ça va être rempli de littéraires qui comprennent rien. Je me souviens encore des unités de valeur Z21 et Z22. Pas si simple, parce que pénétrer d'une idéologie barbusienne ou néo-barbusienne qui ne simplifiait pas les choses. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris à faire ? Mon niveau, je parle honnêtement, hein, c'est ce que j'en sais faire. Bon. Mon niveau en statistique, c'est... je connais les différences entre les divers types de mesures de tendance centrale, médiane, moyenne, mode. Je sais calculer des indices de dispersion, variance, écart type, tous ces trucs-là. Coefficient de corrélation que j'ai utilisé, j'en parlerai un peu. Je sais ce que c'est qu'une régression linéaire. J'ai une certaine affection pour les résidus de régression. Pourquoi ? J'expliquerai pourquoi, peut-être, si j'ai le temps. Et puis, quand même, à part ça, formation de base, je suis quand même salarié depuis 1986, de 84, je sais plus, de l'Institut national d'études démographiques. Je suis entré dans la recherche par la démographie historique. J'ai quand même beaucoup travaillé avec Hervé Lebras, qui est quand même l'un des grands démographes de notre beau pays. Nous avons beaucoup discuté statistiques et j'ai la formation d'un démographe de base, pas très fort en maths. Si je voulais calculer des quotients de mortalité ou des indicateurs de fécondité, il faudrait que je reprenne la notice. Vous voyez ? Donc c'est quand même, je veux dire, très très peu de choses. Et alors, j'ai bien vu s'approcher de moi dans mon existence de chercheur des concepts plus compliqués, comme j'ai vu apparaître assez tôt l'analyse factorielle. Alors, je dois dire, l'analyse factorielle a exercé sur moi un effet répulsif dans mon domaine. C'est-à-dire, j'ai une sorte de réflexe, et c'est l'un des premiers choix de non-progrès en statistique que j'ai fait, c'est mon refus radical de l'analyse factorielle. Peut-être pas tellement parce que je n'aimais pas trop l'idée de réduire n facteur à deux axes, mais c'est surtout que dans un raisonnement historique, dans un récit historique dans lequel on aligne des explications en suivant les règles de la logique formelle du langage existe tout à fait indépendamment de la statistique. Je ne savais juste pas quoi faire du genre de choses auxquelles on aboutit avec une analyse en composantes, etc. Des trucs, analyse multivariée, incapable, je ne sais pas ce que c'est. Pareil, méfiance, ajustement polynomiaux. Donc ça s'arrête pour moi, je veux dire, ma connaissance de la statistique s'arrête aux analyses de corrélation linéaire et de régression linéaire, et c'est tout. Donc évidemment, vous pensez dans quel état j'étais en écoutant l'exposé de Jean-Luc Starck. À ce moment-là, je me disais simplement, mais les types qui ont organisé cette fin de journée sont de grands humoristes. Ou alors, ils attendent un moment de détente en fin de journée. Voilà. Donc, je dirais que, donc en fait, ce que je vous propose, c'est quand même, fondamentalement, je ne dirais pas une plongée dans le 19e siècle, parce que quand même, l'un de mes livres de chevet, et je crois l'un des livres qui m'a amené
à penser ou à sentir chiffres dans mon travail, à penser que c'était ce qu'on pouvait pas faire, on pouvait pas parler de l'histoire, des sciences sociales sans chiffres. Le chiffre, c'est quoi? Le chiffre, pour moi, c'est des masses d'individus qui sont répartis dans des catégories, qui font telle ou telle chose, qui ont telle ou telle caractéristique. Et en fait, ce qui m'a vraiment converti à ce mode de pensée, c'est très banalement la lecture du Suicide d'Émile Durkheim, qui est un magnifique essai de démographie ou de sociologie statistique. Mais attention, Durkheim, je veux dire, galérait parce qu'il n'avait pas le concept de coefficient de corrélation. Donc nous voyons cet immense cerveau, je veux dire, se débattre avec des variations concomitantes. Donc je suis quand même... Et c'était, je sais pas, c'est 1897 le suicide, là, je me souviens plus. Enfin, c'est juste un peu avant, en tout cas, le tournant du siècle. Donc, c'est pas ça. Alors, je préfère le dire tout de suite. Ce que j'ai décrit comme niveau de compétence statistique, c'est même pas moi. C'est-à-dire, en fait, ce que je vais dire, c'est profondément, je n'ai pas de pensée statistique, je ne suis pas un statisticien. Mais c'est pire que ça. Je ne suis qu'un étudiant. C'est-à-dire, le genre de statistique que j'utilise, la façon dont j'utilise les chiffres, c'est ce que mes maîtres en histoire m'ont appris à faire quand j'étais étudiant. Moi, je suis un élève d'Emmanuel Leroy-Ladurie, à plus de distance de Pierre Chaunu, théoricien de l'histoire sérielle. Donc l'école des annales, dans sa phase de floraison ultime, je veux dire, utilisait énormément les chiffres de la façon simple dont je les utilise. Et bien entendu, mon directeur de thèse, mon maître Peter Laslett à Cambridge, faisait la même chose, et d'ailleurs tous ces gens étaient comme moi, n'étaient pas des statisticiens ou des grands mathématiciens. Je veux dire, c'est des gens qui avaient compris qu'on ne pouvait pas parler de l'homme en général ou d'un individu, et que dans l'histoire, il n'y avait pas simplement des grands personnages agitant l'État ou des choses comme ça, mais des masses d'individus, et dès qu'on parle de masses d'individus... eh ben, il faut du chiffre. Moi, je pense que la démographie, par exemple, est spontanément démocratique. Je veux dire, il y a de la démographie de groupes spécifiques. Mais en gros, le démographe préfère avoir toute la population dans son champ. Donc, il y a un élément, je dirais, démocratique. Voilà. Donc, en fait, moi, mon rapport à la statistique, fondamentalement, on ne parle pas de l'homme avec un grand H, tradition philosophique française, et ça me met en conflit, je veux dire, avec tous les généralistes du devenir humain, il faut spécifier. Et puis, au-delà de ça, je ne suis pas, vous allez voir, je ne suis pas dans les modèles. Donc je vais prendre en fait le travail que j'ai fait pour vous dire ce qui a été. Alors, la thèse que j'avais faite à l'université de Cambridge, là, on aurait pu croire que je faisais de la statistique, c'était de la démographie historique, c'était de l'histoire comparée. Je pense que l'une des choses qui me colle aux chiffres, c'est que je ne conçois de recherche historique, de prospective historique, que par la comparaison des régions, des nations, des villages dans ma thèse, et que dès qu'on se met à comparer, il y a une sorte de dynamique du chiffre qui se met en place parce que les comparaisons qualitatives se révèlent assez rapidement assez pauvres. Donc ma thèse, c'était quoi? C'était une comparaison de structures familiales. Donc mon document de base, c'était des listes nominatives d'habitants. J'avais la liste des familles, plusieurs par village. J'avais des villages en France, j'avais des villages en Suède, j'avais des villages en Italie. Et donc à partir de ça, j'ai calculé des indicateurs de mobilité, mobilité annuelle, mobilité quinquennale. J'ai décrit la structure des familles selon les méthodes et les typologies mises au point par Laslett. J'ai aussi défini des analyses des réseaux de parenté, c'est-à-dire essayer de mesurer, donner des taux indiquant si le réseau de parenté dans un village était dense ou non, variable qui est évidemment un rapport inverse à certains types de mobilité. Alors, je dis que là, j'étais très près pour moi, c'est le moment où la statistique probablement m'a le plus intéressé parce que j'étais dans une situation que tout le monde ne vit pas, où je devais construire le chiffre lui-même, c'est-à-dire construire la statistique, construire la donnée. C'est-à-dire je partais d'individus, je partais d'une sorte d'état zéro. En fait, j'avais des listes de noms. J'avais mon bled dans le nord de la France, Longuenesse, qui maintenant est dans la banlieue de Saint-Omer.
Je veux dire, il y avait 360 personnes avec son hameau, et je connaissais pratiquement, au bout de 3 ans de thèse, je connaissais tous les habitants du village par leur petit nom, hein, pratiquement. Et donc j'ai dû définir des indicateurs de mobilité, définir des indicateurs de densité du réseau de parenté à partir des données brutes. J'ai vu qu'il y avait plusieurs façons de mesurer la mobilité, plusieurs façons de mesurer la densité de parenté, et que, c'est un point sur lequel je suis fondamentalement d'accord avec Lebras, qu'en fait, la statistique, donc je sais très bien instinctivement que c'est comme, être statisticien pour moi, c'est on regarde un objet ou un groupe humain, et puis on peut le regarder de divers angles, et on verra diverses choses. Et ce qui fait que je pense qu'à cause de cette expérience, je dirais, primordiale, une sorte de, je ne sais pas si on doit parler de dépucelage statistique, dans un certain sens, ce qui m'en est resté, c'est une sorte d'incapacité à oublier les gens qui sont derrière les chiffres. C'est-à-dire, je ne peux pas... Pour moi, le chiffre n'existe jamais en lui-même. Les séries statistiques ne sont jamais la même chose, ne valent jamais la même chose. Vous voyez, et puis alors, au-delà de ça, évidemment, la méfiance vis-à-vis du document pourri qui caractérise tous les historiens est quelque chose qui m'est resté. Donc je suis sorti de cette thèse, qui est on le regarde, on a l'impression que c'est juste, il y a des graphes, des chiffres, je suis un virtuose de l'analyse de la liste nominative et du calcul. Je savais même, je m'étais pris aussi à un moment donné d'affection pour les qui d'eux. Ça m'avait. J'analysais en Suède des choix de parrains et marraines, puis j'avais plusieurs groupes sociaux de paysans, et donc je confrontais des proportions théoriques à des proportions observées. Et le qui d'eux ça me parlait, le qui d'eux. Je n'en ai rien fait, mais j'en ai gardé vraiment profondément l'idée de la confrontation d'un possible et d'un observé. En fait, c'était vraiment d'un probable et d'un observé. Voilà, donc, et j'en suis sorti, puis ensuite, j'ai commencé ma carrière d'essayiste, prospectiviste, prophète. Donc, et j'ai écrit La chute finale, ce livre, ça s'appelait La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique, dans lequel j'annonçais l'effondrement du système soviétique pour les 10, 20 ou 30 ans qui venaient, donc ça a été 15, donc c'était comme honorable comme prédiction. Et en fait, alors, bon, c'est toujours pareil, comment est-ce qu'on fait une prédiction comme ça? Je le dis concrètement parce que ça permet comme les statisticiens se posent des problèmes du caractère prédictif ou non des modèles, vous allez voir tout de suite que ce que je fais n'est pas ça, c'est pas ça du tout. D'abord, je revenais d'un voyage en Hongrie où j'avais constaté que les jeunes Hongrois n'en avaient plus rien à foutre du communisme. J'ai été pris dans des surbooms sur les bords du lac Balaton qui m'avaient totalement éclairé sur l'état de l'idéologie, en fait. Et puis, j'étais rentré à l'INED et quand même, j'avais déjà une habitude je traînais à la bibliothèque de l'INED, dont j'ai fini à un moment donné par être directeur, d'ailleurs des années plus tard. Et donc, l'un de mes bonheurs dans la vie, c'est de feuilleter de l'annuaire statistique. C'est pas être statisticien, c'est vivre dans les chiffres et de chercher des trucs. Et donc, j'étais tombé, truc de l'OMS, absolument banal, j'avais observé la remontée du taux de mortalité infantile soviétique, et puis dans le détail russe, ukrainien, etc., entre 70 et 74. Et je me suis dit, ça, c'est un chiffre qui me parle. Donc en fait, bon, ensuite, j'ai eu l'intuition de ce que ça n'allait pas bien, puisque si on sait, c'est toujours pareil, si on sait ce qu'est un taux de mortalité infantile, si on sait que ça baisse, mesure l'amélioration d'une multiplicité de choses dans une société, allant des attitudes des parents à l'efficacité des systèmes de santé, d'alimentation, si on sent que c'est un truc, une sorte de sismographe terrible de ce qui se passe dans l'économie objective et dans la mentalité, ça donne le sentiment que ça ne va pas. Et puis à part ça, j'avais toutes mes connaissances historiques accumulées
Et je voyais que la fécondité baissait, que les Russes étaient en cours de modernisation mentale, et je me suis lancé, et j'ai fait ce premier essai qui, à partir de l'effondrement du système soviétique en 1990, m'a assuré une carrière tardive de prophète certifié. Mais, je ne sais pas comment dire, ce qu'il faut bien voir, c'est, bien sûr, il y a du chiffre, il y a un chiffre très précis, le problème de la qualité de la mesure est très important, mais d'abord, encore une fois, c'est pas n'importe quel chiffre. Et puis, c'est un chiffre contre d'autres chiffres. C'est-à-dire que moi, je suis l'école Sauvy. J'avais lu quelque part un texte de Sauvy où Sauvy, qui était le fondateur de l'INED, avait opposé vraiment très brutalement le chiffre démographique par son poids, par sa valeur, au chiffre économique. C'est-à-dire le chiffre démographique a quand même, pour moi, plus d'importance que le chiffre économique, plus de poids, quel que soit le modèle statistique dans lequel on est, et pour des raisons qui sont intrinsèques aux choses. Les chiffres de la démographie ne sont pas tous les chiffres. C'est la vie, c'est la naissance, c'est la mort, c'est plus important en soi, ça dit des choses plus facilement sur les mentalités quand les gens commencent à pratiquer la contraception, mais en plus de ça, il y a un principe de cohérence interne, alors là pour le coup statistique, qui n'existe pas pour les données économiques. C'est-à-dire, il y a cette équation fondamentale, c'est tout ce qui naît doit mourir. C'est pas réjouissant comme équation, mais quand on est confronté aux données soviétiques, qui donnent des chiffres en expansion pour les choses économiques, etc., c'est une sacrée sécurité. Parce que la vérité, c'est que si vous produisez des chaussures, uniquement des chaussures pour le pied gauche, vous avez des statistiques de production de godasses qui sont fausses, mais les chaussures ont à la rigueur un acte de naissance, mais les chaussures n'ont pas un acte de décès. Donc vous pouvez raconter n'importe quoi. Je veux dire, le problème, démographie, c'est que tout ce qui naît doit mourir, et donc c'est très difficilement traficable. Et en plus, ça se passait avant l'époque de l'ordinateur. Je pense qu'avec l'ordinateur, je pense qu'il serait peut-être arrivé à quelque chose dans le trafic de données. Mais à l'époque, ça n'était pas possible. Et donc, en l'occurrence, j'avais opposé ce que me disaient les chiffres démographiques, avec leur cohérence, leur fiabilité, leur puissance pour saisir l'évolution des mentalités. Une population qui commence à pratiquer le contrôle des naissances et on voit baisser la fécondité est une population qui accède à certains niveaux de rationalité, de calcul, et ça me permettait d'inférer que, en Russie, comme en France, à la veille de la révolution de 1789, je veux dire, les gens, la rationalité de la vie des familles allait passer dans la sphère du politique, l'individualisme, et que le communisme, je dirais, pourrait tomber. Et donc, donc, vous voyez, je crois qu'on est, on est quand même assez loin, enfin, il me semble, assez loin de ce que les statisticiens pensent quand ils parlent de modèles statistiques, de techniques de preuve, d'évaluation du facteur le plus lourd et de choses comme ça. Et surtout, il faut bien voir, la personne à laquelle je m'identifiais quand j'ai trouvé mon, comment dire, cet indicateur de mortalité infantile, je ne me pensais pas statisticien, je me pensais agent secret ayant trouvé une donnée qui avait échappé au champ. Je veux dire, mon idole, ce n'était pas un leader statistique. C'était Robert Redford dans les 3 jours du Condor, trouvant une donnée terrible, je ne sais comment. Et à l'époque, je me croyais d'ailleurs pourchassé, traqué par le KGB. Après la publication du livre, j'avais été interviewé par des mecs de la CIA, quand même. Et après, la CIA a lancé des études systématiques sur la mortalité infantile soviétique. Voilà. Et donc, pour moi, en vérité, fondamentalement, je crois que le bon chiffre, le chiffre que j'utilise, n'est pas un chiffre qui va pouvoir rentrer dans un modèle avec une grosse technique de preuve, sur lequel on pourra faire tourner des ordinateurs, choses comme ça. C'est le chiffre malin. Donc, j'étais au déjeuner, je discutais de ma sympathie retrouvée pour les États-Unis actuellement. Et donc,
monsieur qui était en face de moi me dit « Ah, mais quand même, le Tea Party, c'est très inquiétant, cette polarisation. » Et donc j'avais dit que j'allais en parler et répondre. Je ne le vois pas, je n'arrive pas à identifier. De toute façon, je ne vois plus rien à aucune distance maintenant. Et je dis, bah oui, mais l'autre jour, donc je réponds maintenant, pourquoi est-ce que je ne me fais pas de soucis à cause du Tea Party? Vous allez voir, toujours démographe, toujours. Mais ils ont tous plus de 60 ans. C'est des mecs de mon âge, c'est pas grave. On est tous sur le départ. Vous voyez? Et donc, et ça, ce seul chiffre va me permettre de considérer comme possible une évolution positive des États-Unis sortant éventuellement, je veux dire, de leur emballement à droite et de choses comme ça. Je vais passer, donc là j'étais sur la chute finale, j'en tire, c'est l'idée que moi, il y a certains chiffres qui me parlent, mais c'est pas moi, c'est-à-dire que si j'analyse, je voudrais essayer de sortir un peu de ce narcissisme d'un récit personnel, mais je vais apprécier ça chez d'autres. Vous prenez, il y a quand même un type qui a fait un très beau bouquin cette année, c'est Thomas Piketty, qui a fait son bouquin sur le capital au XXIe siècle. Bah, pour moi, Piketty, c'est un mec qui a trouvé le bon indicateur. C'est-à-dire que l'OCDE, lui et ses copains, ils sont plusieurs à travailler, mais l'OCDE et ses copains étaient là en train de nous enfumer en nous balançant la distribution des revenus, en distinguant les 10% supérieurs ou les 20% supérieurs de la distribution, puis les quintiles, c'est ça? Ouais. Hein? Déciles, quintiles, ces trucs-là. Et je veux dire, et Piketty dit, non, 1%. Il faut regarder les 1%. Et encore plus beau, les 0,1%. Et là, on voit ce qui se passe. Mais pour moi, c'est le truc, là, c'est un peu plus compliqué. Le taux de mortalité infantile, c'était juste 3 chiffres, hein, entre 70 et 74. Là, derrière tout ça, il y a une technique d'analyse. Mais c'est toujours cette idée du chiffre malin, en fait, qui révèle, qui permet de toucher un phénomène social et de voir comment fonctionne la société. Alors, le boulot que j'ai fait avec Le Braz, ensuite le livre que j'avais fait avec Le Braz, L'invention de la France, et puis c'était il y a 30 ans, on s'était bien marré, ensuite on ne s'est plus parlé pendant 25 ans, et puis on s'est reparlé, donc on a fait un autre livre, Le mystère français. Alors lui a énormément évolué, lui c'est un très bon mathématicien, en tout cas je le crois sur parole, il m'a l'air. Et donc on faisait c'était le bouquin dans lequel c'est dans ces deux livres que je me suis le plus approché, que j'aurais peut-être été tenté que je me suis posé des questions de statistiques classiques à un tout petit niveau. Hein, bon, je veux dire, je rêverais de compression et de principe de parcimonie, voilà, qui me permettrait de faire quelque chose des 36 000 communes. Mais donc lui a évolué, lui fait de la statistique à un plus haut niveau. Là, ce qu'on faisait dans l'invention de la France, c'était très simple, c'était de la cartographie départementale, donc on mettait des pourcentages dans des départements, et c'était avec un ordinateur déjà, et les premiers trucs de cartographie automatique, les programmes que faisait Hervé, c'était la suite de la cartographie statistique apparue un peu avant le milieu du 19e siècle. Ce genre de carte. Donc c'était pas très compliqué. Les choses les plus récentes dans le mystère français, Hervé a poussé beaucoup plus loin parce que là, il prend directement les données des 36 000 communes. Il fait des lissages elliptiques, ellipsoïdes. Donc ça permet de regarder à l'intérieur des départements. Je comprends à peu près ce qu'il fait. Hein. Je veux dire, je ne voudrais pas donner l'impression que j'accepte d'écrire, de commenter des cartes dont je ne comprends pas le mode de confection. Mais voilà. C'est moi, personnellement, la seule chose à laquelle j'ai accès en autonome, parce que je ne sais pas me servir d'un ordinateur, je ne sais pas faire de cartographie automatique. Par contre, je fais de la cartographie manuelle à toute vitesse. Et puis, je peux calculer des résidus de régression
je suis quand même sensible au passage. Moi, quand je faisais ma thèse à coefficient de corrélation, c'était une journée. Hein. C'était les moulins à poivre fabriqués au Liechtenstein. Hein. Les machines à calculer. Mais bon. Et donc, comme si on travaille sur les départements français, ou plus tard sur les communes, en moyennant, en faisant des lissages spatiaux d'un type ou d'un autre, là, on peut être tenté de faire du test statistique, d'étudier des corrélations avec un certain niveau de détail quand même. Il y a un cadre qui est stable, il y a des données qui viennent s'emboîter dans cet univers stable, et c'est vrai que j'ai un beau souvenir. Je donnerai simplement ce souvenir, c'est vous prenez la proportion de... On avait à l'époque toutes les cartes du vote Front National. C'est un truc que j'avais fait dans un bouquin qui s'appelait « Le destin des immigrés ». Et je réfléchissais sur la véritable nature de ce qu'était le Front National. J'essayais de comprendre la raison pour laquelle la France, pays de l'homme universel, produisait le seul mouvement d'extrême droite significatif à l'échelle européenne sur le plan électoral. À l'époque où je travaillais au début des années 90, c'était vrai. Donc je trouvais qu'il y avait un paradoxe. Ça allait pas mal toujours le chiffre malin ou utile et central. Ça se combinait avec des taux de mariage mixte, des filles d'immigrés beaucoup plus élevés en France que dans tous les pays d'Europe. Donc il y avait une combinaison de xénophobie, d'ouverture démographique tout à fait particulière. Et donc j'ai fait une analyse. Donc, je crois que le coefficient de corrélation entre vote Front National et présence d'immigrés maghrébins, tous sur la partie est du territoire, était quelque chose, ça devait être 0,85, un truc comme ça. Plus je suis inquiet. Je veux dire, le coefficient de corrélation qui monte trop haut, pour moi, c'est tautologie, hein, qui approche, en fait, la même chose. Et donc j'ai fait une analyse de régression, et surtout j'ai projeté les résidus sur une carte, et donc j'avais la carte des régions qui votaient trop Front National par rapport au nombre d'immigrés. Et là peut-être c'est le seul moment de ma vie où j'ai eu une véritable émotion que je qualifierais de statistique, car puisque j'étais quand même dire aux limites de ma compétence. Vous voyez, à l'époque, j'avais une 309 qui vibrait à 130. C'était ça pour moi. Et le résidu de régression, c'était la vibration en vitesse maximum. Et j'ai vu que les régions où le vote Front National était trop élevé par rapport au niveau, j'ai vu se dessiner la carte de la déchristianisation du XVIIIe siècle, confirmée par les études de pratiques religieuses faites vers 1960. Et j'ai vu le rapport pervers, en fait, qui existait entre le vieux fonds égalitaire français et le vote Front National. Donc cette analyse statistique, là, je peux dire, m'a permis de comprendre que le vote Front National n'était pas fondamentalement un vote raciste, mais une perversion de l'égalitarisme français. Parce qu'au-delà, il y avait le nombre d'immigrés, donc il y avait du réel, et puis il y avait ce facteur dopant, je veux dire, par la tradition égalitaire. Et donc je passe sur l'interprétation. Alors ce qui est très rigolo, c'est que depuis, on a retravaillé dessus avec Hervé, le vote Front National s'est totalement détaché de la présence d'immigrés. La corrélation est tombée à presque zéro. Et au contraire, le vote Front National est en train de s'installer dans l'espace laïque et égalitaire français, qui est l'espace révolutionnaire ancien. C'est un peu compliqué. Mais peut-être c'est le seul moment de mon existence où j'aurais aimé être meilleur, mieux comprendre, aller plus loin. Et puis c'est toujours pareil, toute spécialisation a un coût, toute orientation de recherche est un choix. Et moi je suis historien, je ne suis pas mathématicien, statisticien, en plus avançant en âge, tout effort de maîtrise d'une technique mathématique supplémentaire va avoir un coût psychique très élevé. Vous voyez, donc c'est quand même... voilà. Donc maintenant, j'en viens... Ça fait combien de temps que je parle ? D'accord. Donc, j'en viens... D'accord. Ah oui, d'accord, ouais, c'est mauvais ça. Bon, alors... donc j'en viens à ce qui a été comment dire,
le gros de mon travail, en fait, c'est que j'ai un jour fait une hypothèse qui m'a donné mon programme de recherche pour tout le reste de mon existence. À savoir, j'ai vu se superposer dans ma tête la carte d'un certain type de structure familiale à l'échelle mondiale, hein, ce que j'appelle famille communautaire, égalitarisme, des rapports entre frères, forte autorité des parents sur les enfants, donc la Russie, la Chine, le gros, la Yougoslavie, la Toscane, la Finlande intérieure, le Massif central. Qu'est-ce que j'oublie? Bon, j'en oublie, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai vu cette carte se superposer à celle du communisme achevé, c'est-à-dire d'après la fin de la guerre du Vietnam. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bien sûr, c'est pas de la statistique, ça c'est de la cartographie. Je pourrais me définir comme cartographe. Et d'ailleurs, j'ai fait un dîner avec des géographes qui m'ont demandé pourquoi dans la liste de mes métiers, il n'y avait jamais géographe parce que je le mériterais. Ça oui, j'ai une pensée complètement spatialisée. Je peux me déplacer dans ma tête sur la planète, c'est comme avec un GPS. Je connais tous les systèmes familiaux de partout, au niveau régional. Je veux dire, ça, je peux le faire. Et une bonne partie de mon travail, en fait, d'analyse et de confrontation de données, se fait de façon purement optique, pas dans l'invention de la France et dans le ministère français avec Hervé. Là, on a fait du travail statistique, corrélation, mais dans l'ensemble, je me contente simplement d'une superposition optique de cartes. Et je vois des variables s'emboîter à peu près. Je dirais un peu plus loin pourquoi je n'ai pas fait de test statistique là-dessus. Et donc, j'avais cette variable. Alors, donc, il m'a semblé, j'ai généralisé, j'ai fait une typologie des types familiaux. Selon les livres, c'est 7 types familiaux, 15 dans le dernier. C'est une variable qui est fondamentalement qualitative, qui n'est même pas une variable qui a une forme, il n'y a pas d'ordre. J'aurais pu en extraire le concept de patrie-localité, j'aurais pu extraire à l'intérieur de cet ensemble une variable continue allant de 0 à 100% de patrie-localité. J'ai utilisé le concept, mais disons que c'est quand même extrêmement... Je sais qu'on peut faire des tests statistiques avec des échantillons qui ont cette structure, en fait. Mais bon, voilà. Au-delà de ça, il y avait les idéologies. Alors, l'analyse des idéologies, on va quelquefois utiliser des séries électorales qui ont une forme traitable en statistique. Statistique électorale, quand je parlais du Front National, on est confronté, là, le système nous donne de la statistique qui appelle le traitement, en fait, et la mise en rapport, en relation. Mais la statistique politique, c'est pas toujours comme ça. Je veux dire, une révolution, comme la révolution russe, qui se termine par un coup d'État, ça ne va pas produire des séries électorales très convaincantes, au final. Le communisme toscan, oui, on pourra le mesurer dans l'espace. Donc, et puis alors, quand on arrive sur ce qui était très important pour moi, c'est les variables religieuses. Honnêtement, le traitement statistique du problème et de la comparaison du concept de prédestination dans Luther et dans Calvin, hein, on peut tout réduire, on peut toujours réduire à des variables dichotomiques. Alors, ensuite, donc en fait, en ce qui concerne la vérification de ces hypothèses, j'étais pas vraiment tenté. En fait, maintenant, il y a des gens aux États-Unis, aux Pays-Bas, qui ont commencé à faire des tests minimaux, des tests statistiques sur ce modèle associant idéologie politique ou forme de vie économique et typologie de structure familiale. D'après ce que j'ai vu, ça donne des choses, des correspondances acceptables sur le plan statistique, sans être formidable. Mais, si vous voulez, pour moi, la vraie conviction que j'ai raison, j'ai vraiment sympathisé beaucoup en écoutant Jean-Luc Stark évoquer les types qui résistent. Lui va gagner. Moi, je pense que je perdrai au final. Peut-être parce que je n'ai pas fait assez de statistiques, mais ma conviction de la validité de l'hypothèse,
je ne vois pas comment ça pourrait rentrer dans un modèle statistique classique, parce que, en fait, je dirais que bizarrement, la correspondance est trop bonne. C'est-à-dire que si vous prenez la carte des structures familiales, la structure familiale communautaire, j'ai étudié tous les types familiaux et toutes sortes de types d'idéologies, mais la carte des structures familiales communautaires, bon, je la connais, j'ai fait chez le Planétaire. La carte du communisme, je la connais. Et en fait, ça marche tout le temps, sauf une fois. Vous voyez ? Il n'y a que l'Inde du Nord qui résiste. Mais si vous voulez, le problème, c'est que l'Inde du Nord, donc vous voyez l'Inde du Nord, famille communautaire, je pense que l'absence du communisme en Inde du Nord vous aura frappé. Sauf au Bengale. Et dans une partie du Bihar. Vous voyez ? Alors d'un côté, c'est assez facile de m'en sortir si je veux financer. Il y a la famille communautaire indienne a des spécificités tellement fortes, pratiquait le mariage d'enfants. C'était très facile de la faire sortir du modèle, et je ne m'en suis pas privé. Mais ce qui a vraiment, je veux dire, entraîné ma conviction de ce que j'avais raison, et m'a permis de résister, je dirais, à l'incompréhension de l'université et à vivre tout seul comme un fou dans ma croyance pendant de longues décennies, c'est, comment dire, il y a deux types de règles d'héritage en Inde du Nord. Et je ne rentre pas dans les détails. Et quand même, dans une partie de l'Inde du Nord, le communisme était puissant, au Bengale et au Bihar oriental, je crois. Et bien entendu, je veux dire, la limite du vote communiste, là on a de la bonne statistique électorale, je veux dire, suit parfaitement, je veux dire, la ligne, le clivage des deux types de règles d'héritage. Donc en fait, je peux donner des interprétations, mais là, sur ce détail, et à l'intérieur du cas qui ne marche pas, je retrouve une petite région bizarre où justement, il y a une différence familiale, mal analysée incomplètement, et où je vois apparaître, je dirais, réapparaître une coïncidence avec l'idéologie. Et puis il y a d'autres cas où j'ai du communisme, mais en théorie, je n'ai pas la forme familiale. Mais là, je veux dire, au Kerala, en Inde du Sud par exemple, mais le Kerala est aussi complètement aberrant par ses formes familiales. Vous allez trouver un communautarisme matrilinéaire, bien connu des anthropologues, et derrière la bizarrerie politique, le Kerala avait deux partis communistes. Le Kerala a été longtemps gouverné par les communistes, en fait, en Inde. Et vous avez une structure familiale tout à fait particulière, même s'il n'est pas exactement le bon type familial. Et vous prenez la Bretagne, il y a une page, vous regardez dans le Mystère français, vous allez voir l'ouest de l'intérieur ouest des Côtes d'Armor, touchant le Finistère, la région des Bonnets Rouges, en partie, pour le Finistère. Je veux dire, il y a une poche de vote communiste. Je veux dire, pourquoi ? Et vous prenez des descriptions, c'est très compliqué, les types familiaux bretons, c'est très divers, et Jlac, vous avez un type familial tout à fait spécifique sur cette raison. Et donc au fond, la vérité de mon attitude non statisticienne, c'est que ce qui entraîne ma conviction, en fait, c'est pas tellement si c'est la coïncidence générale est très bien, et je sais fabriquer, en choisissant mon échantillon, ce que je veux comme niveau de corrélation. Je sais faire ça, je suis un virtuose de l'analyse du nuage de points, que je préfère en toutes circonstances à l'indicateur lui-même. Mais en fait, pour moi, la bizarrerie ou la combinaison de deux bizarreries est plus importante que la régularité générale. Donc tout ça, c'est de la logique. Ça peut se défendre certainement. Et si je vivais très très vieux comme Lévi-Strauss, et s'il me restait un peu d'énergie, peut-être que je pourrais réfléchir à ce que ça veut dire sur le plan logique. Alors, peut-être je vais terminer là-dessus. Il y a, je veux dire, un autre domaine quand même dans lequel je me suis peut-être plus rapproché de la statistique prédictive, pas en un sens classique, mais c'est quand même pour toutes ces histoires de prédiction. C'est-à-dire que il y a des variables j'utilise dans mes modèles. Donc j'ai les systèmes familiaux, j'ai les idéologies politiques, et puis j'analyse la façon dont
les valeurs ou le moment où les valeurs du système familial, égalitaire, inégalitaire, libéral, etc., passent dans la sphère idéologique. Ça se passe dans un moment de modernisation qui peut être très bien défini statistiquement. C'est-à-dire qu'il y a les deux variables, il y a trois variables de modernisation, très claires pour moi. Il y a la montée du taux d'alphabétisation, qui est une variable continue, standard, qu'on trouve dans tous les recensements, ou dans beaucoup de recensements, qui disparaît quand toute la population est alphabétisée, généralement, en termes de données. Il y a la baisse de fécondité. En fait, c'est les variables que j'utilisais pour prédire l'effondrement du système soviétique. Et puis, il y a aussi, chose plus difficile à mesurer, là on est forcé, on n'a pas toujours les enquêtes, c'est l'effondrement des croyances religieuses. Alors très souvent, ce qu'on mesurera, c'est un moment... ce qu'on mesurera, c'est plutôt l'effondrement du recrutement en prêtres. Donc dans la France du Nord, c'est vers les années 1730, 1740, on voit le recrutement en prêtres s'effondre. Dans le monde protestant, on voit le recrutement en pasteur s'effondrer à partir de 1880, c'est-à-dire près d'un siècle et demi plus tard. Et donc, en fait, quand même, pour ces trois grands phénomènes de modernisation, on peut avoir une courbe des taux d'alphabétisation. Alors, on les a pas. Soit on rentre dans l'approximation, on va avoir des signatures au mariage, les historiens ont travaillé là-dessus. Là, je ne suis que représentant d'une école qui a beaucoup travaillé, ou dans un recensement, on va trouver, je dirais, toute la distribution par âge avec des niveaux d'alphabétisation. Et donc, on peut définir une variable très simple qui est le passage, la date à laquelle une population passe le seuil d'alphabétisation. Les hommes jeunes passent un seuil d'alphabétisation de 50%. Et ce qu'on constate à ce moment-là, et aussi à partir du moment où la fécondité s'effondre, qui a tendance à s'effondrer quand les femmes passent un certain seuil d'alphabétisation, à la suite de leurs conjoints, puisque les hommes en général sont alphabétisés avant les femmes, on voit, je dirais, déclenchement de processus révolutionnaires et d'instabilité. C'est le jeu auquel j'avais joué. Donc vous avez des séquences, mais l'association générale de l'alphabétisation et des mouvements révolutionnaires n'est pas de moi. Elle est d'un historien anglais qui s'appelait Lawrence Stone. Moi, j'appelle ça l'hypothèse de Stone, ou la loi de Stone, qui avait remarqué que avant les révolutions anglaises du XVIIe siècle, avant la révolution française du XVIIIe, avant la révolution russe, dans tous les cas, le taux d'alphabétisation avait monté et se retrouvait, lui disait, il ne se mouillait pas, entre 30 et 60%. Je mets 50. Et puis les historiens qui ont travaillé sur la France ont bien observé le rapport entre la déchristianisation, la baisse de la fécondité, se combinant avec un certain niveau d'alphabétisation, et le déclenchement du processus révolutionnaire. Et donc là, on est confronté, mais encore une fois, la statistique est dans la définition des séries, pas dans le nombre des cas. On a très peu de cas. Vous voyez, on a très peu de cas, mais ils sont beaux quand même. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer la Révolution française, la Révolution russe, la Révolution anglaise, Cromwell, et puis vous avez tous ces trucs, et puis vous regardez ce qui se passe en Iran à la veille de 1979, et c'est exactement la même chose. Passage du seuil d'alphabétisation à 50%, et puis après la Révolution, le taux d'alphabétisation des femmes monte à 50%, et puis la fécondité s'effondre, et puis vous avez un rebond révolutionnaire, et puis ça se tasse sur une séquence. Et bon, c'est à partir de ce genre de concept qu'étudiant la baisse générale de la fécondité dans le monde musulman avec mon copain Courbage, je suis finalement d'un naturel sociable. Je travaille beaucoup avec des gens de l'INED, finalement. Courbage est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la démographie du monde musulman. Et observant la baisse de fécondité accélérée dans le monde musulman, suivant avec un petit temps de retard quand même l'alphabétisation générale des populations et des jeunes, ça nous a amené à dire à suggérer que peut-être la désislamisation n'était pas loin. On avait sévèrement négocié sur le concept.
Et donc j'essaie de suggérer que si l'Iran avait atteint une fécondité égale ou inférieure à celle de la France, moins de 2 enfants par femme, et dans la mesure où on n'avait jamais observé dans l'histoire des fécondités aussi basses avec maintien des croyances religieuses, peut-être qu'il fallait admettre que l'Iran de l'époque d'Ahmadinejad, c'était à l'époque, était en fait, à l'insu de son plein gré, à notre insu, en cours de désislamisation. Et d'ailleurs, les mosquées étaient vides. Donc on a juste ça. Donc voilà, c'est, comment dire, alors, je ne sais pas comment dire, on doit pouvoir, je pense que comme j'opère, en fait, j'ai fini à tâtons par définir un modèle historique assez complet, finalement, et contrairement à ce que j'appellerais la concurrence intellectuelle, je travaille quand même à l'échelle planétaire, j'ai un nombre de variables finies qui sont toutes, d'une façon ou d'une autre, modélisables quand même. C'est-à-dire, je peux mettre les types familiaux dans des cases et leur donner certaines caractéristiques. Je peux, à l'intérieur de ces types, définir quelques variables linéaires. La statistique politique, je pourrais lui faire subir le même genre de traitement. J'ai quelques belles variables statistiques. À mon avis, tout ça est modélisable. Et peut-être, mais je dois avouer que je ne l'ai pas fait. Des gens m'ont proposé de le faire à une époque. Dans l'invention de l'Europe, qui était un gros bouquin sur lequel j'avais passé 6 ans, j'avais passé 6 ans essentiellement, pas fondamentalement à la rédaction, mais à définir. J'avais découpé l'Europe de l'Ouest en 483 équivalents de départements. Donc en Angleterre, ça allait être des comtés, en Italie des provinces, en Allemagne c'était des Regierungsbezirke, etc. J'avais des séries politiques complètes pour les sociodémocrates ou socialistes dans tout l'espace ouest européen. J'avais des séries complètes pour les communistes. J'avais des séries complètes pour la démocratie chrétienne. J'avais une grille d'analyse des types familiaux qui rentrait dans toutes ces cases. J'avais fait des cartes des empreintes religieuses d'un type ou d'un autre. Tout ça aurait été testable en fait, assez bien, assez facilement. Et on m'a proposé de le faire. Et je ne sais pas comment dire, j'ai pas eu envie, si vous voulez. Je ne sais pas comment dire, parce que quelque part, je dois au fond de moi-même être vraiment historien. C'est d'ailleurs, je vais conclure là-dessus. C'est-à-dire, pour moi, on ne peut rien dire sans chiffres sur les types qui, comment dire, les types qui parlent de l'homme, de la société, qui ne manient pas de chiffres quelque part, sont toujours ramenés, pour moi, vont toujours finir ou commencer dans l'idéologie, dans des abstractions. Très souvent, de mon point de vue, ça va se mêler d'une façon de s'exprimer conceptuelle et filandreuse. Mais d'un autre côté, tout ce qui est prétention de la statistique à tester, modéliser, etc., je n'adhère pas non plus. Vous voyez, même si ça ne me poserait pas de problème particulier. Parce que pour moi, il y a une logique historique. Bon, l'histoire, c'est spécial. Les principes fondamentaux de la statistique, des tests statistiques, c'est la possibilité de répéter, en fait, de la répétition. L'histoire, on est quand même confronté à des séquences historiques uniques, même si à certains moments, on peut avoir l'impression qu'il y a des lois, et j'ai une résistance. Alors, je vais terminer là-dessus, je vais terminer sur ce qui vient en moi, qui est un désespoir de vieillard. C'est-à-dire que j'ai commencé en disant que mes connaissances en statistique étaient extrêmement limitées, étaient des unités de valeur de première année de licence d'histoire ou de deuxième année de Sciences Po. J'ai dit que je refusais, j'avais refusé des choses un peu plus sophistiquées apparues dans la période comme l'analyse factorielle, l'analyse multivariée. Mais honnêtement, maintenant, je veux dire, je suis confronté à quelque chose d'affreux. C'est-à-dire, en ce moment, je suis en train de ramasser des données de sociologie politique, beaucoup qui comparent. Il y
a tout un très beau boulot fait par des politologues américains divers et variés, américains et anglais, et scandinaves en association, qui vont comparer des pays et sur des taux de syndicalisation en rapport avec des taux de participation politique. Donc ils vont travailler sur 24 pays. Et alors, évidemment, ils vont à la recherche de la démonstration. Ils ont plein d'autres variables de ce que c'est le facteur syndical, qui est le facteur lourd, utilisant des procédures statistiques que je n'ai aucunement l'intention d'essayer de comprendre, avec des mots que je ne connais même pas. Et donc, ma vie actuelle, quand je prends ces articles qui sont très intéressants et qui arrivent à exprimer des résultats tout à fait simples, c'est je lis le papier, je le parcours en priant pour qu'à la fin, il y ait les tableaux statistiques des pourcentages de base sans traitement que je pourrais utiliser. Voilà, j'ai à peu près terminé. Donc merci beaucoup pour cet exposé brillant et aussi très personnel. Est-ce qu'il y a des questions ? Exposé très intéressant, franchement. Félicitations. Alors, vous faites beaucoup de prédictions, même si ce n'est pas des prédictions statistiques. Quel est le bon taux de prédiction sur l'ensemble de vos prédictions que vous avez faites, notamment sur la chute russe, etc. Combien vous en avez fait ? Je ne sais pas, vous en avez fait 100, 200, et puis il y en a peut-être 3, 4. Mais non, justement, ça ne va pas tenir le test. Et puis de toute façon, je vais vous dire, pour les prédictions, le vrai maître, si on a un minimum de maîtrise des probabilités, le vrai maître, c'est Alain Minc, qui se trompe tout le temps. C'est quand même beaucoup plus fort statistiquement de se tromper tout le temps que d'avoir raison dans les 3/4 des cas. Et corollaire à cette question, tout à l'heure vous parliez de la chute de l'euro. Ça serait quoi vos facteurs pour la chute de l'euro ? Ah non, oui, ben c'est très intéressant parce que là, on entre dans un domaine de prédiction qui pour moi se passe de statistiques en fait. C'est-à-dire que pourquoi je n'ai jamais cru que l'euro était possible ? Je n'ai pas jamais cru que l'euro était possible parce que mon travail sur les structures familiales et sur ce qu'elles entraînent en termes d'organisation des sociétés modernes, jusqu'à la façon de traiter les immigrés, les taux de marge, etc. Je vais montrer, au moment où l'euro a été conçu, au moment de Maastricht, j'étais en train de mesurer que le taux de mariage mixte des filles d'immigrés musulmans en France, c'était 25%, en Allemagne, moins de 2%, en Angleterre, epsilon. Il y a des facteurs autres. Les Pakistanais, c'est pas la même chose que les Turcs. Bon. Et donc, j'avais sous les yeux un chiffre, toujours le chiffre malin, le chiffre qui parle, mais le taux de mariage mixte, c'est un chiffre tout à fait extraordinaire, parce qu'à lui tout seul, un taux de mariage mixte, c'est un type et une fille se marient, mais ils se marient, ils ont des origines différentes, mais ça veut dire qu'en fait, ils se sont côtoyés, ou leurs milieux se sont côtoyés tout au long de l'enfance. Ça veut dire que leurs parents les ont laissés jouer ensemble aussi, qu'ils ont été dans le même genre d'école, que c'est possible. Donc c'est un indicateur synthétique, au-delà des apparences, le taux de mariage mixte. Et donc j'avais des taux de mariage mixte extrêmement différents pour des sociétés industrielles de niveau, à l'époque, à peu près équivalent. Nous sommes au début des années 90. Et donc je me suis dit, non mais les types, ça ne va pas marcher. Donc ensuite j'ai refait l'analyse économique. Je me suis dit, mais il y a une façon d'être des populations qui implique des types différents de gestion économique. Je veux dire, les Allemands, ça n'est pas être un ignoble raciste de le dire, les Allemands sont quand même assez disciplinés comme mecs, statistiquement. Je dis les Allemands, dans un milieu statistique, tout le monde a compris que c'était tant de pourcents, qu'il y a des déviants dans toutes les sociétés. Vous voyez, donc je sais pas, même, allons-y, je parle de l'allemand médian, si vous voulez, pour faire joli. Et donc, dans un pays comme l'Allemagne, vous pouvez faire vous pouvez négocier la maîtrise des salaires, vous pouvez faire de la désinflation compétitive,
et puis vous pouvez ne pas toucher à votre monnaie. En France, c'est pas ça. Parce que les Français, contrairement à ce qu'on pense, sont des gens extrêmement travailleurs. Et au niveau de la discipline, c'est pas ça du tout. L'idée de négociation patronat-syndicat pour comprimer les salaires, peut-être Hollande va y arriver. Je veux dire, mais ça sera vécu comme un acte sadique et répressif. Et il ne fera pas long feu avec ça. Mais la technique française de maîtrise du coût du travail, c'est la dévaluation. C'est la baisse du coût du travail, des profits aussi, sans douleur. C'est une baisse démocratique du coût du travail. Donc, pas besoin de faire du test statistique pour ça. Et donc, j'ai toujours pensé que ça ne marcherait pas. Mais une fois que vous avez pensé que ça ne marcherait pas, vous faites de l'histoire. Et j'ai fait des erreurs. Honnêtement, il y a un moment donné où j'avais essayé d'échapper à mon modèle. Au moment de la guerre d'Irak, je m'étais raconté que les Allemands étaient merveilleux. Je faisais des exposés en Allemagne. Même dans mon bouquin Après l'Empire, je proposais que la France partage son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies avec l'Allemagne. Je ne suis pas du tout germanophobe. J'ai même, à la limite, on aurait pu dire à l'époque que j'avais fait un accès de germanophilie mal contrôlé. Mais bon, comment dire, on est dans l'histoire. On est dans l'histoire. Alors, une fois que vous avez dit que l'euro ne peut pas marcher, là, j'ai fait une erreur. Dans un premier temps, l'euro ne peut pas marcher, et d'ailleurs, il ne marche pas. Je veux dire, vous allez voir, on a vu, tout le monde le sait au fond. Mais évidemment, une fois qu'on est là, on est dans l'histoire, donc on est confronté au comportement des acteurs, confrontés au fait que l'euro ne marche pas. Donc, pour le gros de la population, les gens ne comprennent pas les phénomènes monétaires. C'est comme ça. Ça s'observe dans les sondages. Ils pensent qu'il faut une monnaie forte. Donc, l'abandon ou le maintien de l'euro dépend uniquement de l'attitude des élites. Alors, le fait que l'euro ait été construit montre aussi que les élites ne comprennent pas les phénomènes monétaires en France. Je pense que les Allemands sont beaucoup plus compétents. Il y a vraiment une réflexion allemande sur la monnaie, Knapp et tout ça, avant même la guerre de 14. Je pense que les Allemands savaient ce qu'ils faisaient, même s'ils ne voulaient pas le faire au début. Les Français, non. Mais quand même, ça ne marche pas. Et si vous êtes historien, donc, la prédiction « l'euro ne va pas marcher » est vérifiée. Je pense que sur ce point-là, il y a une citation, la préface de mon livre « L'invention de l'Europe », que je relis dès que je suis un peu déprimé. Et donc je dis que ce livre servira un jour à comprendre certaines impossibilités historiques, une formidable. Vraiment, aucun calmant, aucun Prozac ne me fera un tel effet pour me booster psychologiquement. Mais là où je me suis vraiment planté, c'est que j'avais quand même, au fond de moi-même, c'est l'héritage du 68ard sympa qui ne voit le mal nulle part. Je pensais qu'ils étaient juste cons et qu'ils avaient fait une erreur. Je ne savais pas que les classes dirigeantes françaises, je taille très large, je mets beaucoup d'universitaires, europhiles, je dirais, salariés par l'État et qui sont en dernière ligne des problèmes économiques. Donc c'est très vaste pour moi. Je ne pensais pas que la société française, les élites françaises avaient une telle capacité de cruauté, en fait, et d'irresponsabilité vis-à-vis des populations qu'elles sont censées gérer. Alors, une fois, je ne le pensais pas, je suis un con. Je pensais que... Voilà. Mais alors, ensuite, on peut expliquer la stratification de la société française, la rupture. J'ai l'explication. Et vraiment, je ne pensais pas. Donc maintenant, c'est très intéressant du point de vue de la prospective. On est confronté à une sorte de double impossibilité. Mais l'impossibilité que l'euro marche. Il ne marchera jamais. Et d'un autre côté, on a l'impression aussi maintenant que les classes dirigeantes françaises, qui sont très responsables de la mise en place de trucs qui doivent se sentir coupables, ridicules, qui pressentent vaguement que l'abandon de l'euro serait le début d'une révolution sociale parce que ça donnerait de l'air en termes de respect des élites. Si on admettait qu'elles ne savent pas ce qu'elles font, donc elles sont là, et donc l'euro ne marchera jamais. La classe dirigeante française est incapable d'en sortir. Donc vous êtes là, donc, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a plusieurs pistes possibles, plusieurs trajectoires possibles.
il y a quand même quelque chose qui ne va pas, je ne crois pas du tout aux hypothèses révolutionnaires, structure d'âge. Vous voyez, je veux dire, compte tenu de l'âge médian de la population, ça me paraît tout à fait exclu. Généralement, je parle de moi-même courant dans la rue avec mon arthrose. Je ne sens pas du tout la démographie. La démographie est importante dans mes trucs de prédiction. Et puis, alors, vous pouvez aussi quand même, compte tenu de l'atomisation de la société, des phénomènes de mépris en cascade entraînés par les différences éducatives apparues, éducation supérieure, etc., je veux dire, vous pouvez faire un modèle de fascisation, en fait, de sortie de la démocratie, ce que j'avais un peu fait dans un livre. Ça devient concevable. Mais, honnêtement, pour moi, on est... là, je veux dire, là où j'en suis, je suis comme dans l'hyperespace Jean-Luc Stark. Là, je ne comprends plus mes propres variables. Je me dis, et je deviens comme le type qui est cher de statistique. Je regarde la conférence de presse de Hollande. J'ai noté quand même, je l'ai lu à l'inverse des autres. Non, mais c'est pour vous dire que je ne suis pas statisticien quand même. Là, vous voyez, je ne suis pas statisticien. Et je ne m'appuie pas sur des modèles statistiques. Et là, j'ai quand même noté dans sa conférence de presse, qui était normalement insipide de mon point de vue, que le seul moment où il exprimait une sorte de tension, d'émotion et d'agressivité, c'est quand il a commencé à s'attaquer aux extrémistes qui voulaient la fin de l'euro. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez frappé. Alors, il n'y a pas que moi qui pense ça. Un copain m'a dit, mais il avait l'air de t'insulter toi, pourquoi? Et en fait, je veux dire, les journalistes complètement gogol ont interprété ça comme le signe d'une détermination. Et moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à la psychanalyse, aux crises spirituelles, aux problèmes des gens qui perdent la foi, le doute religieux. Et moi, ce que j'ai senti, c'est un début d'émergence à la conscience du fait que ça allait mal se passer. Et donc, qu'il était dans une sorte de résistance à cette prise de conscience. Et donc, c'est normal. L'euro est devenu une religion. C'est une monnaie sacrificielle. C'est-à-dire, elle n'est pas là pour servir l'économie. Les Américains ont une monnaie qui est là pour servir l'économie. Hein? L'euro, c'est une monnaie que l'économie doit servir. On doit faire des sacrifices à l'euro. Nous devons y sacrifier. C'est le sacrifice d'Abraham, c'est nos enfants que nous devons sacrifier à l'euro. Et c'est une religion. Et c'est très intéressant de voir. Les gens qui sont en train de perdre la foi sont très intéressants à observer sur le plan psychologique. Parce que très souvent, ils passent, ou une certaine fraction de la population concernée, un certain pourcentage, passe par une phase intégriste de résistance. Vous voyez, l'intégrisme, le fondamentalisme musulman, c'est le truc qui précède immédiatement la désislamisation dans mon modèle. Et donc, ce que j'ai senti chez Hollande et chez certains d'autres euroïstes hystériques, c'est le début d'une crise consciente qui, dans un premier temps, se manifeste par un accès d'hystérie intégriste de l'euro. Donc je ne désespère pas, parce que peut-être qu'ils auront jusqu'au bout de leur crise. Vous voyez, on est très loin de la statistique. Hein. On va prendre peut-être une autre question. Je m'excuse d'être trop long, mais si on me lance sur... C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire d'ordre général. Bon, pas sur les derniers aspects de votre intervention, mais sur l'ensemble de l'intervention. En fait, moi je vous remercie beaucoup de cette conférence parce qu'il est bon que les statisticiens l'aient entendu, je crois. Pour comprendre deux choses, enfin pour comprendre une foule de choses, je vais en prendre deux. D'abord que lorsqu'il tire des conclusions, il est quand même très important de les tirer en regard des problèmes concrets posés, du contexte général, de leur connaissance a priori, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que finalement, ce que vous dites, c'est très près de la statistique, en ce sens que vous cherchez le chiffre malin. Oui. Alors, il y a deux façons de chercher le chiffre malin, plus des façons intermédiaires. La première façon de chercher le chiffre malin, c'est de revenir à sa culture, c'est-à-dire à ses a priori personnels, et de dégoter les 3 ou 4 chiffres qui vont servir. À l'extrême,
je prends un paquet de données, souvent des données non structurées, on en a déjà parlé, et puis je mouline tout ça, et j'essaie d'en sortir le chiffre malin, parce que je ne suis pas capable de le faire autrement. Mais peut-être qu'on n'est pas capable de le faire autrement pour d'excellentes raisons, ce qui justifie un certain nombre de méthodes statistiques. Voilà. Et puis entre les deux, on pourrait voir un paquet de choses, en particulier les méthodes bayésiennes. Des choses comme ça. Voilà comment je vois le rapport. Ouais, mais je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu. En fait, j'ai moi-même manifesté au fond, ce que j'ai quand même dit, c'est que moi, étant historien, j'ai fait le choix de ne pas m'intéresser aux modèles statistiques sophistiqués. Parce que je pense qu'en histoire, c'est pas comme ça que ça marche. Ça n'est absolument pas un jugement sur la statistique. C'est tout. C'est simplement, il y a des domaines d'application. Alors là, le domaine qui serait négociable, et j'y venais un peu quand je parlais de ces articles de sciences politiques qui commencent à être remplis de modèles, de trucs comme ça. Ça, on est à un niveau, si je me mettais dedans, j'aurais aucune difficulté à comprendre comment ça tourne. Ça me prendrait du temps, mais ça serait pas compliqué. Et puis, il y a le domaine de l'économie, c'est-à-dire de modélisation à outrance à partir de données qui, pour moi, n'ont absolument rien. Et pour moi, l'une des menaces qui pèsent sur la statistique, c'est que, ce qu'a dit Stark, j'ai rien compris, mais à l'instinct, je sens que c'est du sérieux et que ça sert à quelque chose. Je suis quand même capable de voir ça. Et d'ailleurs, on est à un niveau de complexité infiniment supérieur, je veux dire, au genre de machin que produisent maintenant sur les franges des sciences sociales. Et dans le domaine de l'économie, je n'irais même pas des statisticiens, je dirais plutôt des étudiants ou des thésards qui font tourner des modèles statistiques qui comprennent pas bien eux-mêmes et qui produisent, et en fait qui sont là ou que je ressens moi-même. Je dis mon sentiment. Comme je ne suis pas rentré dedans, je ne juge pas, je dis mon sentiment, c'est que je disais que j'ai été élevé par ma famille dans le refus d'une pensée qui s'abrite derrière un langage philosophique complexe. J'ai été élevé dans le mépris de la métaphysique sartrienne. Je veux dire, on m'a appris tout petit que les réflexions de Sartre sur le verbe être étaient des erreurs catégorielles ou des jeux de mots, ou pire, que ça ne voulait rien dire en fait. J'ai une grosse tradition empirique anglaise sur le langage dans la famille. Et donc ça m'amène à dire, pour moi, il y a un enfer d'un côté qui est le monde du verbe, de l'idéologie, l'homme avec un grand H, l'être, l'étant, l'ayant été, enfin tous ces trucs-là où on ne dit pas quel pourcentage de mecs fait quoi, de qui on parle, où il n'y a pas de description statistique des phénomènes. Mais là, j'ai le sentiment, sans pouvoir du tout le démontrer, de voir apparaître sur les franges de mon domaine, c'est-à-dire le domaine sciences sociales, sciences économiques, un autre type d'activité scolastique incompréhensible et dont l'une des fonctions sociales est d'être incompréhensible, en créant des effets de domination. Mais évidemment, c'est un gros risque parce que la statistique est simplement un outil indispensable et il y a des secteurs de l'activité statistique qui vont donner mauvaise réputation à la statistique parce que les modèles économétriques sont des tas de boue. Vous voyez, donc je pense qu'il y a une menace qui plane sur la bonne statistique sophistiquée. Sauvez-nous! Je vous propose d'en rester là et de rejoindre l'endroit de la pause de tout à l'heure, mais je voudrais saluer tous les orateurs de cette journée, saluer non seulement le contenu de leur exposé, mais aussi leur conviction et leur enthousiasme qui, j'espère, vous auront frappé. Bravo à tous. Merci. C'était très bien. Ça va ?